Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier le Laboratoire des Imaginaires pour la bonne tenue de ce colloque malgré la situation sanitaire. Je les remercie aussi pour leur adaptation avec ceux qui ont du mal avec leur connexion Internet et qui sont dans l'obligation comme moi de préenregistrer une communication. Donc merci à eux. Peut-être un petit disclaimer hein, pour commencer. J'ai choisi de travailler sur des œuvres horrifiques qui vont traiter de corps meurtris, hein, d'images assez visuelles, assez sanglantes par peut-être les personnes qui seraient assez sensibles à ce genre d'image pourraient seulement couper la vidéo et écouter cette communication dans sa version audio. Bon, pour traiter de la question du corps dans les cultures de l'imaginaire, j'ai choisi, comme je vous le disais, de traiter d'œuvres horrifiques et plus particulièrement de traiter d'œuvres reprenant des codes du body horror. Donc le body horror, qu'est-ce que c'est? C'est un sous-genre du cinéma d'horreur. Le mot a été utilisé pour la première fois à la fin des années 70 pour qualifier les films qui relèvent de donc body horror, horreur corporelle, les horreurs du corps. En français, c'est un sous-genre qui va présenter des mutilations du corps, de la violence corporelle, des métamorphoses, on va dire, violentes. Euh, Dans son article Film Bodies, Gender, Genre and Excess, Linda Williams le qualifie de genre de l'excès. Dans son introduction, elle va d'ailleurs rapprocher le body horror d'autres genres qu'elle qualifie de l'excès, donc du mélodrame et de la pornographie. De l'excès, pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des genres qui vont créer des réactions, on va dire viscérales chez le spectateur. Donc le désir sexuel pour la pornographie, l'émotion larmoyante pour le mélodrame et le dégoût, une sensation de répulsion hein, pour le body horror. Donc voilà, ce sont des œuvres qui vont dévoiler les viscères pour avoir un impact viscéral sur le spectateur. Bien sûr, là nous traitons du body horror spécifiquement comme sous-genre du cinéma d'horreur, mais le mot peut être utilisé dans d'autres cadres. Hein. En témoigne par exemple l'ouvrage de John Taylor intitulé Body Horror, Photojournalism, Catastrophe and War. Donc l'objet de cette communication ne va pas être de disserter sur le genre du body horror, mais plutôt de nous appuyer sur quelques œuvres qui possèdent des éléments propres à ce dernier, à savoir The Brood de David Cronenberg, ou Chromosome 3 en français, L'échelle de Jacob de Adrian Lyne et le jeu vidéo Silent Hill 2. Si j'ai fait ce choix, c'est parce qu'il me semble que ces trois œuvres partagent un but commun, à savoir utiliser la chair, le corps monstrueux, le corps détruit, métamorphosé, pour exprimer l'intériorité et la psyché des personnages. D'où le titre de cette communication, les corps sont le miroir de l'âme, ce que la chair dit de la psyché. Mais si j'ai décidé de travailler sur ces trois œuvres en particulier, c'est aussi parce que ce sont les corps qui détiennent les secrets psychiques, qui détiennent la vérité. Mais nous reviendrons sur cette idée un peu plus tard. De plus, dans nos œuvres, ce ne sont pas les corps des personnages principaux qui sont intéressants. En effet, James dans Silent Hill 2, Jacob dans l'échelle de Jacob ou encore Frank dans The Brood sont tous les trois les spectateurs d'autres corps, d'autres chairs meurtries qui vont se matérialiser devant eux. De fait, on a une sorte de connivence qui va se créer avec le spectateur ou avec le joueur, lui-même étant externe à ces corps meurtris. C'est comme si on nous disait que la vérité se trouvait autant dans cette chair pour les personnages que pour nous, les regardants. Autre point de connivence entre les trois œuvres, plus légère peut-être, c'est la filiation qui existe entre elles. L'échelle de Jacob a une grande influence sur Silent Hill 2 et Cronenberg est aussi une influence de Silent Hill 2 et de l'échelle de Jacob. Autre chose, elle partage une influence du peintre britannique Francis Bacon, notamment pour Silent Hill 2 et pour l'échelle de Jacob, mais nous reviendrons sur cette influence au cours de nos analyses. À partir de cette thématique du corps comme miroir de la psyché et en prenant appui sur ce corpus, nous allons nous demander dans quel but les auteurs mettent à mal le corps par le prisme de créatures monstrueuses et de déformations. Donc nous allons d'abord faire
une analyse de la place des corps dans nos œuvres et ce qu'ils peuvent représenter en lien avec la psyché, dans une première partie intitulée « De la psyché naît la chair ». Puis nous montrerons ensuite qu'une vérité profonde est exprimée par leur prisme, de ces corps meurtris, de ces corps monstrueux, dans la seconde partie, Incorpore Veritas. Je suis désolé pour mon accent latin. Mais d'abord, il me semble important de rapidement vous présenter les 3 œuvres. Je préfère préciser tout de suite, pour qu'on ne s'en prenne pas à moi, même si je suis protégé derrière mon écran, que je vais abondamment divulgacher. Donc je n'ai pas envie de perdre trop de temps à présenter ces œuvres, je vais tenter d'être aussi rapide que possible. Silent Hill 2, c'est un jeu de Konami sorti sur PlayStation 2 en 2001. On y incarne James, un homme qui a reçu de la part de sa femme pourtant décédée, Mary, une lettre l'invitant à retourner dans la ville de Silent Hill, ville dans laquelle il partage des souvenirs communs. Donc il va y croiser toutes sortes de monstres, toutes sortes de personnages torturés, et finalement il va se rappeler que sa femme n'est en réalité pas morte il y a plusieurs années, mais il y a plusieurs heures, hein, et en fait son cadavre se trouve dans le coffre de la voiture, puisqu'il l'a étranglée, étouffée en fait avec un oreiller, alors qu'elle agonisait malade depuis des mois, que cette maladie était une torture pour eux deux. Hein. Je vous avais prévenu que j'allais divulgacher. The Brood, quant à lui, est un film de David Cronenberg sorti en 1979. C'est l'un de ses premiers longs métrages. On y suit Frank, dont la femme Nola est enfermée dans l'institut du psychiatre / gourou, le docteur Raglan. Donc un jour, Frank découvre que sa fille, Candice, a des hématomes sur le dos et il est persuadé que c'est sa femme, Nola, qui en est à l'origine. Le film étant construit comme un slasher, on voit se succéder des meurtres commis par des créatures que l'on ne peut que difficilement identifier, et finalement on apprend à la fin du film que ces créatures sortaient du corps de Nola et qu'elles tuaient selon les troubles de cette dernière. Donc Frank va finir par être obligé d'assassiner sa propre femme en l'étranglant pour sauver leur fille Candice, qui est elle-même encerclée par les créatures de Nola. Enfin, l'échelle de Jacob, dont j'utiliserai le titre français par pure commodité, je ne le fais pas pour The Brood, parce que le titre français Chromosome 3 est à mon sens, au sens d'énormément de personnes, puisqu'il n'a aucun sens, une aberration. Donc l'échelle de Jacob, en français, est un film de Adrian Lyne de 1990. Le personnage principal, Jacob, est un vétéran de la guerre du Vietnam dont le fils est mort dans un accident. Donc il vit 2 traumatismes, la guerre d'un côté et la mort de son petit garçon de l'autre. De retour aux États-Unis, il a de multiples visions, des hallucinations de démons en tout genre, qui le suivent partout. Il a aussi des bribes de souvenirs de la guerre, notamment d'une bataille très particulière où lui-même et ses compagnons étaient malades, et en fait ils se seraient entretués. Ils apprennent finalement qu'ils ont été sujets d'expérimentation scientifique, les ayant poussés à s'entretuer. De fait, Jacob est en réalité dans une sorte de purgatoire dans le film, puisqu'il est mort durant cette bataille, assassiné par l'un de ses compagnons. Tout le film donc, est dans sa tête, ou dans une réalité alternative, et on le voit à la fin mort sur un lit d'hôpital au Vietnam. Maintenant que cette rapide présentation est close, commençons par traiter de la matérialisation de la psyché dans la chair et sa manifestation dans les œuvres. J'aimerais d'abord préciser, en reprenant l'introduction de Luigi Onis dans son article intitulé « Lorsque la psyché est le reflet du corps, une nouvelle alliance entre les neurosciences et la psychothérapie », que longtemps, la culture occidentale, et je vais citer ici Luigi Onis, de Platon à Descartes jusqu'aux sciences modernes, s'est construite sur des fragmentations et des dichotomies, à commencer par la séparation fondamentale entre l'âme et le corps. Fin de la citation. De fait, le corps et l'esprit sont 2 entités bien distinctes, qui cohabitent tout de même dans le même vaisseau. Elles ont entre elles des interactions, puisque le corps contraint l'esprit par ses besoins. En fait, on a l'idée un peu que le corps est quelque chose comme un boulet attaché à l'esprit. C'est quelque chose qu'on retrouve chez Platon dans le Gorgias, notamment quand il explique que le corps serait un tombeau pour l'âme qui l'empêcherait de se réaliser, plutôt de s'accomplir spirituellement. Donc voilà,
on voit que le corps peut avoir un certain pouvoir sur l'esprit, hein, le contraignant de ses besoins, mais l'esprit peut difficilement commander au corps de prendre telle ou telle forme. Bon, bien sûr, voilà, c'est une idée qui peut tout à fait être discutée. On peut penser par exemple aux réactions cutanées engendrées par le stress ou aux modifications corporelles imposées par le joug des troubles psychiques, mais ce n'est pas vraiment ce genre de manifestation psychique de physique, excusez-moi, de la psyché qui vont nous intéresser. Quoique. Je dis quoique parce qu'en réalité, dans The Brood de Cronenberg, tout part justement de boutons qui sont la manifestation physique des tiraillements psychiques. Dans la première scène du film, en fait, on va assister à une séance de thérapie du psychiatre Raglan. On découvre sa manière de fonctionner, c'est-à-dire de prendre la personnalité d'un proche du patient pour que ce dernier fasse se matérialiser ses traumatismes sur sa propre chair par le biais de boutons. Les tiraillements psychiques se manifestent alors littéralement dans la chair. Hein. La dichotomie entre le corps et l'esprit n'est plus, et plus que se côtoyer, l'un se fait le reflet de l'autre, de manière totalement biologique ici. Il est totalement question en fait de mutation du corps, hein, de mutation de la chair. Ainsi, la thérapie du docteur Raglan consiste à faire naître, par l'esprit, des objets de chair, des boutons donc, dans un premier temps, puisqu'ensuite cela donnera lieu à des tumeurs, et finalement à des êtres mutants, avides de violence et de mort. J'insiste vraiment sur l'idée de naissance, car elle est très importante dans The Brood, notamment lors d'une scène en particulier, où Nolan va montrer son corps à Frank, qui est un corps déformé hein, par des excroissances. Elle accouche devant lui d'une créature meurtrière, qui est aussi monstrueuse qu'elle. Donc c'est réellement un accouchement extra-utérin de la part du personnage. La créature qu'elle enfante est en fait née d'émotions négatives. Elle est née des troubles psychiques en fait de Nola. Donc les tiraillements de l'esprit sont biologiquement engendrés. Dans son ouvrage La transgression selon David Cronenberg, Fabien Demangeot considère ces créatures comme, je le cite, les armes de Nola, des armes que son corps a créées biologiquement. Ainsi, biologie et esprit font littéralement corps. Il est intéressant de noter que cette naissance ne vient pas de l'acte d'amour, un acte physique, un acte de chair, mais, comme l'explique Serge Grunberg dans son ouvrage dédié à Cronenberg, d'un acte de haine. Je le cite, « Dans The Brood, tout tourne, au premier degré, sur la subversion d'un cliché usé jusqu'à la corde. La reproduction sexuée, chez l'homme, est associée à l'amour. Ici, c'est la haine qui provoque l'enfantement. » Fin de la citation. La haine, dans The Brood, est une émotion qui enfante, par sa seule puissance psychique, des corps de chair, des corps faits de membres, de sang. Hein, comme l'écrit très justement Fabien Demangeot, je le cite à nouveau, Nola y enfante des créatures humanoïdes se présentant comme les incarnations matérielles de ses propres troubles, elle accouche littéralement de ses névroses intérieures. La conception des créatures de chair engendrées par la psyché n'est pas du même ordre dans Silent Hill 2 ou dans l'échelle de Jacob. Nous ne sommes plus dans le cadre de naissance biologique, puisque nous sommes plutôt dans ce qui va avoir attrait avec la vision hallucinatoire. En effet, les créatures, a priori, dans ces deux œuvres, n'existent pas. Elles sont en fait créées par l'imagination à partir des traumatismes des personnages, de leurs dilemmes moraux et de leur inconscient. Contrairement à The Brood, tout semble se passer dans l'esprit, à partir de l'esprit. En effet, dans The Brood, rien ne remet en question la véracité de la vie en fait de ces créatures monstrueuses. Hein. Rien ne remet en cause leur existence et le spectateur n'est en fait pas du tout invité à ne pas croire en leur existence. Hein. Il y a la suspension de l'incrédulité. Alors que dans Silent Hill 2 et dans l'échelle de Jacob, tout semble se passer dans l'esprit, comme nous le disions, mais il reste que les créatures présentes dans les deux œuvres sont bel et bien composées de chair, de membres et de sang. Il nous semble que les hallucinations posent bien sûr la question du fantasme et donc de l'incertitude quant au réel. Ce qui rapproche les deux œuvres, en fait, encore une fois, du travail de Francis Bacon, dans la façon de mettre en scène les corps monstrueux,
Comme l'écrit Gérard Reiner dans son article L'homme déformé chez Bacon, je le cite, « Les torsions faciales qui laissent couramment le spectateur interloqué semblaient ici générer une incertitude ontologique directement commandée par l'incertitude des formes et des contours, induisant dans l'acte de reconnaissance une sensation de trouble. » Fin de la citation. Ce doute constant quant à la véracité de ce qui se pose sous le regard des personnages est en fait au cœur de Silent Hill 2 et de l'échelle de Jacob. Ce n'est pas le cas dans The Brood où tout se passe dans la réalité malgré la présence de créatures fantastiques. Pourtant, la plupart des œuvres de David Cronenberg pourraient rejoindre nos deux autres œuvres au corpus, puisque la réalité est très souvent brouillée dans ces films. Comme le dit Sébastien Rossignol dans son mémoire, le cinéma de David Cronenberg et la peinture de Francis Bacon, Regards croisés, je cite, « La duplication cronenbergienne est encore accentuée par un autre facteur, l'instabilité récurrente de la réalité. » Un point qui le rapproche donc de Francis Bacon, au même titre que Silent Hill 2 ou l'échelle de Jacob. Mais revenons au cœur du sujet. Si ces créatures monstrueuses dont le corps est meurtri, démembré, déformé sont le fruit de l'imagination, il reste qu'elles ont un corps et qu'elles rappellent le corps. Dans The Brood, nous avons dit que les créatures naissaient de la psyché, de la haine. Dans Silent Hill 2, les créatures représentent les troubles du personnage, de manière tout à fait métaphorique et symbolique. Les personnages de Silent Hill 2 sont tous tourmentés par un passé qui est traumatique, où le corps lui-même d'ailleurs a joué un rôle majeur. En effet, James a assisté à la lente agonie de sa femme malade, il a donc vu son corps changer, être modifié par la maladie, remettant aussi en question son propre désir envers l'être aimé à ce moment-là. Quant à Angela, autre personnage du jeu, elle crée involontairement, à cause de sa psyché maltraitée, des monstres qui rappellent la violence sexuelle, l'inceste qu'elle a subi dans sa jeunesse. Ainsi, le design des monstres et des corps est-il directement lié à la psyché troublée des personnages, dans une visée symbolique et métaphorique, comme l'écrivent Damien Meschery et Bruno Provenza dans une très bonne analyse issue de leur ouvrage Bienvenue à Silent Hill, Voyage au cœur de l'enfer. Je vais citer quelques extraits à propos des monstres. La question de leur réalité est sujette à débat, et il est indéniable que ces monstres, tout du moins leur apparence, dérivent de la personnalité, des émotions ou de l'inconscient des personnages qui traversent la ville. Alors plus loin, ils écrivent que, je les cite, « Dans Silent Hill 2, on comprend aussi qu'il peut y avoir des interférences. L'abstract daddy que James affronte est clairement issu des angoisses profondes d'Angela, sous la forme d'un lit sur lequel se meuvent deux créatures de chair, l'une au-dessus de l'autre. Il s'agit d'une figuration évidente du viol. » Donc l'abstract daddy, c'est la créature qui est à droite sur le diaporama. Encore plus loin, pour terminer avec cette citation, les auteurs font un lien avec Francis Bacon et écrivent « Silhouette humaine, focalisation sur la chair et la putréfaction, contours incertains, protubérances dérangeantes, les créatures du deuxième épisode se sont aventurées sur un terrain plus expressif et métaphorique. » On le comprend donc, si l'enfantement des créatures n'est pas, comme dans The Brood, d'ordre biologique, il découle bien d'une manifestation psychique se traduisant dans la chair. C'est un enfantement, on va dire, métaphorique. Du coup, ce sont les troubles des personnages qui donnent vie aux créatures, mais également qui leur donnent corps, dans le sens visuel du terme. En effet, le design des créatures est signifiant quant au tiraillement intérieur des personnages. On a pu par exemple le remarquer avec cette créature qui représente le viol du personnage d'Angela par exemple. Ces deux créatures ne font qu'un avec un lit. Je ne vais pas faire un panorama analytique du bestiaire de Silent Hill 2 parce qu'il y a déjà beaucoup de sites spécialisés qui le font très bien. L'ouvrage de Damien Meschery et Bruno Provenza, excusez-moi, le fait également très bien, mais toutes les créatures matérialisent dans leur chair en fait des aspects des troubles des personnages. Pour citer un autre ennemi du jeu, on a par exemple celui-ci, le Flesh Lip, qui est, je cite toujours le même ouvrage, un amas de chair enfermé dans une cage, avec des pieds qui pendent et de grosses lèvres au niveau du ventre. La thématique de l'enfermement renvoie toujours à la condition de Marie, tandis que la bouche protubérante est autant une allusion sexuelle qu'une référence aux paroles cruelles de Mary prononcées à l'encontre de James quand il venait lui rendre visite à l'hôpital. Fin de la citation.
Nous retrouvons donc ici cette idée que le passé traumatique va modeler l'aspect des créatures en plus de les enfanter. En cela, mais aussi dans les références évidentes à Francis Bacon, le film L'échelle de Jacob se rapproche énormément de Silent Hill 2. Nous l'avons brièvement expliqué durant la présentation du film, mais Jacob est assailli d'hallucinations relevant du stress post-traumatique lié à son expérience de la guerre du Vietnam, mais aussi par la mort de son petit garçon. En fait, tout le film se passe dans sa tête, hein, dans une sorte de purgatoire, comme nous le disions. Ces traumatismes donnent naissance à des créatures qui le poursuivent tout le long du film, qu'on ne voit que brièvement, hein, comme de fugaces apparitions. Il y a une scène qui va particulièrement m'intéresser dans son rapport au corps, assez célèbre, c'est la scène de l'hôpital. Donc voilà, nous sommes face à une scène particulièrement inquiétante. Donc il y a un premier élément symbolique hein, qui est la bicyclette brisée qui rappelle l'accident de son petit garçon, mort sur sa bicyclette justement. Ce qui est intéressant avec cette scène, c'est que nous assistons à une véritable dégénérescence en fait de la chair. Hein. Nous passons de corps de personnes aliénées intérieurement dans leur psyché, puis ensuite nous avons une dégradation du corps avec presque des personnages de Freak Show qui se déplacent au-dessus de Jacob à quatre pattes. Nous avons une femme qui allaite dans ce décor qui ne paraît pas propice à cette activité. En fait, nous avons l'impression d'un retour à la bestialité qui va ensuite arriver à la mort. Et la mort, c'est tous ces corps démembrés que l'on voit. Hein, le brancard passe sur des mains, sur des bras ensanglantés. Donc on a vraiment l'idée d'une dégénérescence des corps, hein, de corps qui s'effondrent hein, sur eux-mêmes. Et en fait, tout cela fait écho au traumatisme vécu au Vietnam. Hein, et c'est véritablement ce traumatisme qui va déterminer la matérialisation de ces corps qui se dégradent devant lui. Cette descente aux enfers se vit en parallèle d'une détérioration de la chair, des corps à l'esprit fuyant, aux corps meurtris, puis aux membres ensanglantés sur le sol. J'aimerais m'arrêter sur cette créature, hein, à la charnière entre Francis Bacon et René Magritte, qui est littéralement mise en lumière hein, par cette lampe, à la manière d'une pièce de musée. Nous avons donc ici une cage qui piège ce buste d'homme à la manière de la cage qui entourait le monstre de Silent Hill 2, hein, le Flesh Lip, qui représentait l'enfermement de la femme de James. Ici aussi, ces barreaux représentent l'enfermement. Enfermement d'un corps dont les jambes sont cachées, hein, on imagine qu'elles sont repliées sur elles-mêmes, mais si ça se trouve, il n'en a même pas. Donc en fait, il est doublement enfermé par cette absence de jambes et par cette cage, hein, puisqu'il ne peut pas s'enfuir. Il est également privé de tête, hein, ce qui le prive de la raison. Sa psyché est donc enfermée par ce linge, en plus d'être enfermé dans cette cage et privé d'échappatoire par ce manque de jambes. La tête, d'ailleurs, qui est cachée, hein, la tête en général, si on en croit le dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et Alain Gerbrandt, c'est généralement le symbole de l'esprit manifesté par rapport au corps, qui est une manifestation de la matière.
Nous nous trouvons donc face à un esprit tourmenté, ce qui se traduit également par la manière frénétique dont il bouge la tête, qui brouille un peu l'image, hein, comme s'il était impossible à cerner. On peut aussi parler de ce buste, hein, un buste à la musculature impressionnante, qui porte un débardeur, voilà, qui semble être un débardeur un peu qui rappelle une activité militaire peut-être, et qui rappelle le passé militaire de Jacob. On cerne donc dans toute cette scène que tous ces corps, pour la plupart tourmentés, découlent en fait des propres traumatismes de Jacob. Comme dans Silent Hill 2, c'est de l'intériorité, donc de l'inconscient, que vont découler les créatures et les corps meurtris. La créature au visage caché, hein, ce corps musclé enfermé dans une cage, est une métaphore, hein, un amas de chair mais aussi de symboles à déchiffrer pour percer les secrets de Jacob, pour que lui-même d'ailleurs perce son secret, à savoir sa propre mort. On cerne ici un point majeur, hein, qui va être ma seconde partie, beaucoup plus courte, à savoir la vérité dans les corps. Alors, in corpore veritas, je reprends bien sûr ici la fameuse locution latine, hein, in vino veritas, de Pline l'Ancien, dans le vin la vérité, mais ici ce sont les corps, hein, qui détiennent la vérité. Dans nos 3 œuvres, en effet, c'est dans le corps que se trouve cette vérité. J'aimerais commencer par préciser une chose, hein, dans ces 3 œuvres, nous avons des personnages principaux pour qui la vérité est dissimulée. Donc sur un plan technique, The Brown, Silent Hill 2 et l'échelle de Jacob sont d'ailleurs des œuvres à plot twist, hein, donc des œuvres à révélation qui vont prendre à rebours les attentes du spectateur ou du joueur. Dans The Brood, Nola est enfermée dans un institut et Frank ne peut la retrouver qu'à la fin du film, où il découvre que les enfants tueurs sont en fait créés par les troubles de Nola elle-même. À la fin de l'échelle de Jacob, Jacob va retrouver son fils qui est mort et va monter probablement vers le paradis, hein, et nous apprenons sa mort. Dans Silent Hill 2, on apprend que James a le corps de sa femme dans le coffre et qu'il était en fait dans le déni de sa mort et de sa propre culpabilité durant toute l'œuvre. Une chose intéressante à voir d'abord dans les corps, c'est l'absence des yeux de certaines créatures. L'absence des yeux, c'est vraiment l'aveuglement, hein, puisque l'œil est le symbole de la clairvoyance. Jean Chevalier et Alain Gerbrandt l'écrivent encore une fois dans leur dictionnaire des symboles. L'œil est, je cite, « naturellement et presque universellement le symbole de la perception intellectuelle ». La citation continue plus loin. « Celui qui a des yeux désigne expressément, chez les Esquimaux, bon, nous allons préférer chez les Inuits, le chaman, le clairvoyant ». Fin de la citation. Donc, en effet, dans Silent Hill 2 et dans l'échelle de Jacob, on va trouver des créatures sans yeux. D'ailleurs, la première scène de Silent Hill 2 intervient comme une bonne grille de lecture quant au rôle que vont jouer les corps dans l'œuvre, par rapport justement à cette absence d'œil. James Sutherland se regarde dans un miroir pour cette première scène, et nous voyons son reflet. L'image est extrêmement sombre, à moins que l'on pousse la luminosité de sa console au maximum. De fait, ce visage que l'on voit dans le miroir a un regard caché, hein. On ne voit presque pas ses yeux, seulement 2 ombres noires. Le regard est vidé de l'écran qui renvoie en fait vers l'âme. On pense forcément à Cicéron, hein, qui écrivait dans l'Orateur « Si le visage est le miroir de l'âme, les yeux en sont les interprètes. Ils exprimeront la joie ou la tristesse selon la nature du sujet. » On comprend donc dans cette image que ce n'est pas vers l'âme ou vers l'esprit, hein, qu'il va falloir se tourner pour accéder au secret de ce personnage, et de facto au secret de l'œuvre. Il va falloir se tourner vers la coquille, vers le corps. D'ailleurs, si nous reprenons l'exemple de Francis Bacon, nous remarquons que nombre de ces créatures, hein, de ces corps, sont également privés de leurs yeux, signe également que la vérité profonde qui se terre dans l'inconscient se trouve révélée dans la chair. C'est une vérité qui véritablement échappe à la rationalité de la vision et de l'audition, hein, comme l'explique Gilles Deleuze dans Francis Bacon, Logique de la sensation. De fait, la vérité dans le corps est une vérité de la sensation, du sensible, plus qu'une vérité de la rationalité. Ces corps croisés dans Silent Hill 2, dans l'échelle de Jacob, mais aussi dans les peintures de Bacon, révèlent par leur corps monstrueux, qui déroutent autant les personnages que le spectateur ou le joueur,
toute leur sagesse en fait. Nous traitions de symboles et de métaphores plus tôt, mais il n'est pas besoin de disséquer les corps, de les décrypter pour accéder à leur vérité profonde. La sensation d'horreur et de répulsion qu'ils invoquent dit déjà la terreur dissimulée dans la psyché des personnages. Ce n'est donc plus le cerveau qui recèle la raison, la vérité, mais les organes, la chair, la peau et le sang. Alors nous pensons fatalement aux anciens Égyptiens qui plaçaient le siège de la pensée non dans le cerveau, mais dans le cœur. Ou encore à Nietzsche, qui écrivait dans Ainsi parlait Zarathustra « Derrière tes sentiments et tes pensées, mon frère, se trouve un maître plus puissant, un sage inconnu, il s'appelle soi. Il habite dans ton corps, il est ton corps. Il y a plus de raison dans ton corps que dans ta meilleure sagesse. » Fin de la citation. Donc voilà, la vérité se trouve bel et bien dans le corps, en tout cas pour nos œuvres, et le fait de voiler les yeux ou les visages invite à trouver la vérité dans les corps, mais aussi dans la sensation corporelle qu'il crée dans le propre corps du regardant. On a également des corps sans visage ou sans yeux dans l'échelle de Jacob, comme la créature encagée dont nous traitions tout à l'heure, privée de son visage par un linge, et donc de sa raison, qui semble être dans l'incapacité d'ailleurs de s'exprimer, de s'échapper de son silence. Mais nous avons dans ce film une autre créature sans yeux sur laquelle je souhaite m'arrêter rapidement. Donc nous avons ce médecin à droite de la diapositive qui est inquiétant, il succède à la scène que nous avons observée plus tôt. L'un des points importants de l'échelle de Jacob porte sur les expérimentations effectuées par les laboratoires du gouvernement américain sur les soldats envoyés au Vietnam. Donc Jacob et ses anciens camarades ont été des sujets d'expérience, comme nous le disions en introduction, puisqu'on leur aurait prodigué en fait une drogue censée augmenter leur agressivité, mais qui finalement les a fait s'entretuer. C'est ainsi que Jacob est mort. Nous avons donc dans ce film une dénonciation des expérimentations scientifiques sur les humains, et ce médecin sans yeux représente tout à fait en fait cette science aveugle. Dans The Brood de Cronenberg, les créatures ont des yeux, ce qui n'empêche pas le réalisateur de porter un regard critique sur quelques aspects de la médecine, notamment par le biais du psychiatre, une sorte de gourou aux techniques dangereuses pour ses patients. D'ailleurs, il représente lui-même une science aveugle et prête à tout pour ses intérêts. On a d'ailleurs un moment assez drôle où Frank va chercher de l'aide chez un avocat, il me semble, et cet avocat dit qu'il ne peut pas attaquer le psychiatre car c'est tout de même un médecin reconnu, il ne peut pas être manipulateur de fait ou charlatan. Pour Silent Hill 2, nous n'avons pas de dénonciation à proprement parler de cet univers médical, mais les infirmières sans visage nous disent, par leur corps meurtri, la culpabilité de James qui a étouffé sa femme. On le voit notamment par leur visage tuméfié, qui est censé représenter celui de Mary, souffrant sous l'oreiller, l'étouffant. Donc dans les trois œuvres, le monde médical est un univers de secrets, de mensonges, mais aussi de dangers. Peut-être aussi d'une certaine manière, car nous leur offrons notre corps, nous donnons véritablement à cet univers du médical et aux médecins. Pour terminer sur la vérité présente dans le corps, il nous faut traiter du déni. Il est intéressant de voir que dans les trois œuvres, nous avons un déni qui s'opère. Un déni quant au meurtre de sa femme par James, déni de sa propre mort par Jacob, et déni de ses traumatismes par Nola, même si ce déni précède l'œuvre dans le cas de The Brood. Puisqu'un déni s'opère au niveau psychique, ce sont les corps qui vont vomir la vérité, malgré leur incapacité à s'exprimer par la parole ou par les outils de la raison. C'est là toute la technique de la thérapie du docteur Raglan dans The Brood. Il pousse par une séance de thérapie, comme nous l'avions dit, à matérialiser ces traumatismes par la chair, afin de se libérer de ces traumatismes, de percer les secrets de la psyché. Les créatures sortent du corps de Nola pour matérialiser ses traumatismes, sa haine, et vont tuer les personnes concernées par ses tourments, donc sa mère qui la battait, son père qui laissait faire, et la professeure de sa fille qui représente une menace pour son couple. Le corps des créatures est d'ailleurs particulier, ce ne sont pas d'adorables bambins, mais des enfants totalement défigurés, ne pouvant vivre qu'un moment précis, puisqu'il y a une poche leur permettant de se nourrir accolée à leur corps, jusqu'à ce que celle-ci soit vide et qu'ils meurent. Ils ne sont donc que haine dans leur conception, mais aussi dans leur existence.
En tout cas, les traumatismes de Nola, reniés jusqu'au film, sont dévoilés. C'est une idée de dévoilement qui est intéressante. Que ce soit dans The Brood, dans Silent Hill 2 ou dans l'échelle de Jacob, tout ce qui a été caché est totalement dévoilé, exposé, comme s'il y avait un besoin irrépressible, presque vital, de se libérer du déni et de ses traumatismes. Et c'est par cette idée que j'aimerais conclure cette communication. L'expression profonde de l'humanité dans la chair. David Cronenberg écrivait dans un entretien avec Serge Grunberg, je cite, « Je crois qu'en fin de compte, c'est au corps qu'il faut aller pour vérifier toute chose. C'est par le corps que nous vérifions la vie, c'est par le corps que nous vérifions la mort, rien n'y échappe. » Fin de citation. Avec cette phrase, c'est comme si Cronenberg écrivait tout son projet en tant que réalisateur. En montrant les viscères, les chairs, les déformations corporelles, le réalisateur canadien nous montre ce qui est tabou, ce qui est caché, dissimulé. Il nous dévoile ce qui ne peut être dévoilé, par une espèce de subversion, de transgression. Il va libérer des tabous, du déni et des secrets. Donc voilà en fait quel est le but de nos 3 œuvres. En montrant l'intérieur des corps, la chair et le sang, elles montrent également l'intérieur de l'esprit et permettent de s'approcher un peu plus de la vérité humaine. Nous avons traité de 2 films et d'un jeu, mais ce constat, il me semble que nous pouvons également le faire pour une grande partie de la production du body horror.